comme à notre grande habitude, grande interrogation également. Soudan émissaire onusien persona non grata, pourquoi Gutiérrez fait-il de la résistance? Nous nous interrogeons. C'est toujours un plaisir de vous retrouver sur Panafricaniste TV. Madame, Messieurs, bonjour. Bienvenue à toutes et à tous à cette autre édition de Parole panafricaniste. Eh bien, mesdames, messieurs, l'émissaire de l'ONU au Soudan, l'Allemand Volker Perthes, a été déclaré persona non grata par le gouvernement soudanais qui l'accuse d'avoir une responsabilité dans la guerre où des affrontements se poursuivent depuis vendredi dernier aux abords du plus important complexe militaire du pays. Le gouvernement de la République du Soudan a notifié au secrétaire général des Nations Unies qu'il a déclaré M. Volker Perthes persona non grata à compter d'aujourd'hui, a annoncé jeudi dernier dans un communiqué le ministère soudanais des Affaires étrangères. Cette décision a été prise parce que M. Perthes a pris position pour certains partis politiques et insisté que la vie politique n'inclut que certains partis et en exclut d'autres. Explique d'ailleurs une source gouvernementale sous couvert de l'anonymat. Le gouvernement avait demandé d'ailleurs aux Nations Unies que M. Perthes soit remplacé et face à leur refus, n'avait pas d'autre choix que de prendre cette décision, assurent d'ailleurs les autorités du côté du Soudan. Fin mai dernier, dans une lettre au secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, le chef de l'armée soudanaise, au général Abdel Fattah al-Burhan, avait réclamé le limogeage du diplomate, l'accusant d'être responsable de la guerre qui a éclaté le 15 avril dernier entre ses troupes et les paramilitaires des forces de soutien rapide du général Mohamed Hamdan Daglo. M. Perthes, qui est depuis jeudi à Addis Abeba, en Éthiopie, pour une série d'entretiens diplomatiques selon l'ONU, avait alors reçu la confiance absolue de M. Gutiérrez ainsi que de plusieurs pays du Conseil de sécurité des Nations Unies. Et nous nous posons donc la question, pourquoi est-ce que l'ONU persiste et signe alors que les autorités soudanaises ont demandé justement à son émissaire de quitter le territoire soudanais où il a été déclaré persona non grata. Les combats, il faut également le dire, ont éclaté le jour où les deux généraux rivaux devaient se retrouver pour les négociations visant à intégrer le FSR, l'armée régulière, comme le réclamait l'ONU depuis des semaines. Le diplomate onusien avait admis avoir été pris par surprise lorsqu'a éclaté la guerre, qui a fait plus de 1800 morts selon l'organisation ACLED, spécialisée dans la collecte d'informations dans les zones de conflit, et 2 millions de déplacés et réfugiés selon l'ONU. Voilà pourquoi nous également, ce mercredi matin, nous nous interrogeons. Soudan, émissaire onusien persona non grata. Pourquoi Gutiérrez fait-il de la résistance? Pour répondre à nos questions, nous sommes avec Patient Parfendome, homme politique UPCiste. Il est notre invité ce matin. Patient Parfendome, bonjour, bienvenue à vous. Bonjour Steve Josselingos. Bonjour à nos millions d'internautes. Bonjour à nos techniciens, nos valeureux techniciens. C'est toujours un plaisir d'être sur votre plateau. Je crois que le monde vit des moments assez difficiles. L'Afrique en premier, avec les guerres qui déchirent notre continent, surtout avec cette espèce de chien-lit qui s'est installé au niveau de la bande sahélienne. Nous avons l'impression que cette bande-là est prise en étau du côté est et par des troubles au niveau du Mali et de Burkina Faso. Du côté ouest, j'allais dire, et du côté est, par cette flambée de violence au niveau de Soudan. On sait parfaitement que l'ancien Soudan avait déjà été partitionné, mais même la zone qui semblait être plus ou moins calme, elle aussi s'enflamme. Et l'impression que nous avons, avec Boko Haram au milieu, au niveau du pourtour de lac Tchad, que vraiment il y a une main invisible qui a décidé de couper l'Afrique en deux, de remettre en cause pour un bon bout de temps le projet que nous défendons, celui d'unité politique de notre continent. Et ça ne fait pas vraiment du tout plaisir. J'ai une pensée pour tous ces morts soudanais, une pensée aussi pour ces populations soudanaises qui aujourd'hui ne savent plus à quel sens se vouer, parce que le décompte macabre des victimes, vous parlez de plus de 1000 morts déjà, ça donne, alors ça sont presque 2000 morts.
Ça donne froid au dos pour un temps aussi court et pour des populations qui souvent vivotent, qui vivent au jour le jour. Je peux mesurer l'ampleur des dégâts, mais aussi de l'incertitude du lendemain qui plane sur ces pauvres populations. Et ça, l'ONU est aujourd'hui très, très mal placée pour venir donner des leçons à qui que ce soit. Et je pense que nous allons revenir dans le fond pour montrer que si on grade bien dans le cas soudanais, la responsabilité de l'ONU n'est pas si éloignée. Hélas, une fois de plus, c'est l'Afrique qui fait les frais de cette folie des tenants du pouvoir mondial actuel qui veulent absolument continuer de nous maintenir à la périphérie de la civilisation du monde. Merci à vous, patient parfait, d'être avec nous encore ce mercredi matin. Je pose donc cette question jusqu'à preuve de contraire. Aujourd'hui, les autorités soudanaises ont pris l'initiative, d'ailleurs la décision, depuis vendredi dernier, de déclarer M. Volker Perthes persona non grata. D'ailleurs, pour ces autorités soudanaises, il est à l'origine de cette guerre entre ces deux généraux, parce qu'on se rappelle quand même que les deux généraux s'étaient vus pour tout mettre en œuvre pour que, bien sûr, certains soldats les FSR soient justement inclus directement, on va le dire, dans l'armée régulière. On ne va pas également oublier de déclarer que ce monsieur, cet émissaire de l'ONU, a fait une déclaration qui a beaucoup choqué. Il a dit, et j'insiste là-dessus, il dit ceci, il a pris position pour certains partis politiques et a insisté sur la vie politique qui n'inclut que certains partis et en exclut d'autres. Premièrement, je ne comprends pas l'attitude de ce fonctionnaire de l'ONU et de M. Guterres, le secrétaire général de l'ONU. Ce n'est pas l'ONU qui donne la légitimité aux États ou aux gouvernants de certains États. Oui. L'ONU, c'est une organisation internationale, d'ailleurs, c'est la plus grande organisation, bien qu'elle ait été installée dans ses fonds baptismaux sans l'Afrique, on peut le dire ainsi. Donc, ce n'est pas à l'ONU de légitimer un pouvoir. L'ONU ne doit pas se braquer ou bien déclencher un bras de fer avec un pays tiers qui remet en cause la présence sur son sol d'un fonctionnaire de l'ONU représentant cette institution, s'ils ont l'impression qu'il fait partie des problèmes que ce pays traverse pour le moment. L'ONU devrait avoir cette agilité de très rapidement prendre des mesures qui vont dans le sens d'être dans de meilleures situations de relation avec le pays tiers. Et pour cela, ces mesures conservatoires devaient d'abord viser à mettre de côté ces fonctionnaires-là pour à nommer un autre qui serait peut-être plus à même à être un acteur, entre guillemets, en espérant que c'est le cas, qui aurait pu participer dans son rôle de go-between, n'est-ce pas, à essayer de faciliter les contacts, des accords, les discussions entre les deux parties qui s'affrontent aujourd'hui au niveau du Soudan. Mais, une fois de plus, quand on l'a dit, on ne peut pas fermer les yeux sur les conséquences désastreuses, dramatiques pour les populations. Et on se pose la question, ces deux généraux, qui étaient des amis, qui étaient des alliés, qui ont même participé au coup d'État qui a mis hors jeu les civils, quelles qu'en soient les raisons. Est-ce que le Soudan mérite cette preuve de feu que ces deux généraux lui imposent? Et c'est ce qui donne la facilité, la latitude à M. Guterres, aujourd'hui, de penser que l'ONU qu'il représente peut avoir un rôle majeur à jouer dans le dénouement de cette crise. Je vous ai dit je disais tantôt que l'ONU fait partie des problèmes. Parce que c'est cette ONU-là. C'est sous son pouvoir que le Soudan a été partitionné. Alors qu'on sait pertinemment que le vœu du leader soudanais du côté SPLA, le général John Garang de l'époque, n'était pas une partition du Soudan. C'était plutôt une autonomie large pour le Sud-Soudan, pour que, ce soit un espace où d'ailleurs, on avait découvert le pétrole, qui puisse aussi bénéficier un tout petit peu de la manne pétrolière, parce que c'est cette région du Sud-Soudan qui était le plus aérée dans le pays. Mais, pour
des besoins, pour des calculs, pour des agendas qui sont éminemment connus de tous aujourd'hui. Il fallait exploiter le pétrole du Sud-Soudan avec un pouvoir sud-soudanais affaibli. On a divisé le pays en deux. On a trahi John Garang. On l'a assassiné. Ça avec la complicité de l'ONU. Parce qu'il trouvait en John Garang l'empêcheur de tourner en rond. Donc, l'ONU aujourd'hui, pour moi, n'est pas du tout qualifié pour être un acteur majeur dans le processus de résolution de ce conflit que pose Daglo avec Emeti. Non, pas du tout. Pas du tout. Parce que quand on vous explique pourquoi vous affrontez, on dit que c'est la question de la réinsertion des milices de Emeti dans l'armée nationale. Oui. On dit non, l'autre a estimé que le timing n'était pas bon et que le volume des effectifs qu'on demandait à intégrer ne lui convenait pas. C'est pour cela que vous créez un truc où il y a des milliers de morts. Et à la barre de l'ONU, quel a été le rôle de ce représentant de l'ONU dans cette explosion-là? Parce que je vous rappelle que pour le Sud-Soudan, sitôt l'indépendance accordée et proclamée, le premier pays qui va reconnaître l'indépendance du Sud-Soudan, ce sont les États-Unis. Et qu'est-ce qu'on va voir après? On va voir une guerre fratricide, une guerre civile d'une violence impensable. La CPI ne s'est jamais intéressée au Sud-Soudan. Hein? Ça doit aussi nous parler. Violente entre le président Salva Kiir et son allié de l'époque, et qui va se transformer en guerre ethnique, avec les conséquences que nous connaissons. Où était l'ONU? Mais au même moment, cette guerre continue de sévir jusqu'à l'heure actuelle. Elle est latente, mais de temps en temps, ça explose. Les États-Unis ont le beau rôle pour continuer à siphonner le pétrole de Sud-Soudan. Et de temps en temps, ils accusaient les Chinois de ne pas tenir compte des droits de l'homme. Mais eux, ils étaient dans la même situation au Sud-Soudan. Et que faisait l'ONU? Impassible. Elle regardait la situation, elle regardait ailleurs, elle allait compter les morts ouïghours en Chine, alors qu'elle était là dans un problème que l'ONU a créé avec la complicité des Occidentaux. Elle était incapable de la résoudre. Je ne serais pas surpris que la décision du gouvernement soudanais, sans que je ne soutienne la posture, l'attitude du gouvernement soudanais aujourd'hui, mais que cette décision-là participe de cette volonté de ce gouvernement. On dit, bon, j'ai l'impression qu'il y a un fauteuil de trouble qui est venu ici avec la casquette de l'ONU, de représentant de l'ONU, qu'il faut vraiment extirper du jeu des négociations qui vont aboutir ou pas à une espèce d'apaisement de la situation, parce qu'avec cet ennemi-là, c'est toujours de fiel, j'allais dire. Pourquoi cet émissaire de l'ONU ne veut pas partir? Posons-nous la question. On vous dit, mais c'est comme les Français au Mali. Un gouvernement se lève et dit, on n'a pas besoin de vous, vous dites que vous ne partez pas. C'est le manque d'intérêt, le manque de respect que ces institutions, à travers ces individus, parce que pour moi l'ONU c'est une grosse mafia, accordent à nos États, à nos peuples et à nos dirigeants. Regardez, prenez la carte du monde. Vraiment, prenez la carte du monde. Il y a des conflits, beaucoup de conflits de gauche à droite. Il y a très peu d'opérations de maintien de la paix des forces de l'ONU ailleurs qu'en Afrique. Alors qu'il y a des conflits qui ont créé beaucoup de dégâts, on n'a pas entendu parler de l'ONU. Pourquoi il n'y a pas les forces de l'ONU au Maïma? L'ancien Bangladesh, pourquoi l'ONU n'est pas là-bas? Mais il y a un conflit violent là-bas entre l'État central et une minorité musulmane. L'ONU. Vous avez entendu que le Conseil de sécurité de l'ONU, comme quand c'est le cas de l'Afrique, c'est la France, avec son rôle de porte-plume qui monte à l'ONU, rédige les résolutions et la soumet à l'ONU, que vraiment, là, il faut encore muscler davantage la force d'interposition de l'ONU pour que les deux belligérants ne s'entrebouffent pas. Pourquoi là-bas, il n'y a rien? Mais c'est en Afrique. Vous avez même ces troupes de l'ONU qui, dans certaines régions comme le Congo, qui sont depuis plus de 20 ans et dont on ne voit pas toujours les résultats. On vous rappelle maintenant, c'est que ce sont des forces d'interposition. Ils n'ont pas pour rôle, n'est-ce pas, de participer aux affrontements. C'est quoi cette affaire? Donc, malheureusement pour le Soudan,
une fois de plus, ce sont les fils d'Afrique qui ont trahi les Africains. Ils ont trahi les fils africains parce qu'ils ont été incapables d'avoir la lucidité de comprendre que par moment, il faut négocier avec son frère, il faut essayer de s'asseoir. Et comme le disait le président Laurent Gbagbo, asseyons-nous et discutons. Je crois que ces valeurs, les vertus de dialogue commencent à disparaître face à la puissance de manipulation des organisations, des lobbies, des cercles de pouvoir qui sont hors d'Afrique et qui veulent continuer à maintenir l'Afrique à la périphérie du jeu mondial. Et c'est ça qui est regrettable dans le cas soudanais aujourd'hui. On a l'impression également que l'ONU est coutumière de cette façon de faire et surtout d'entreprendre. On se rappelle également que Mme Barbara Manzi, qui était une émissaire des Nations Unies du côté du Burkina Faso, a été déclarée persona non grata. On a l'impression que partout où ces émissaires des Nations Unies se trouvent, il y a toujours un problème. D'ailleurs, pour le cas du Burkina Faso, les autorités burkinabées avaient déclaré qu'elles se baladaient dans le pays comme si elles étaient chez elles. Mais pire encore, dans le cas de cette dame, oui, elle prétendait détenir certaines informations hautement stratégiques pour la survie du pays. Oui. Et elle refusait catégoriquement de céder ces informations aux autorités burkinabées. Alors là, vous savez que vous êtes quoi? Les informations qui concernent la rébellion. Les terroristes, j'allais dire, pas la rébellion, les terroristes burkinabés qui sèment la mort, la désolation, le chaos au Burkina Faso. Vous dites que vous avez des informations concernant ces terroristes, mais vous refusez de remettre ces informations-là, de donner ces informations-là à l'État central. Ça veut dire que vous avez un problème. Vous êtes quoi? Vous êtes complice de ces terroristes. Alors là, on vous dit, OK, vous êtes venu avec la casquette de représentant de l'ONU, nous ne voulons plus de vous, parce que vous êtes juge de parti, vous êtes de pompier pyromane, on vous demande de partir, et vous dites, vous ne partez pas. Il n'y a qu'en Afrique qu'on voit ça. Pendant ce temps, celui qui se trouve actuellement du côté du Soudan, Volker Perthes, passait le temps à faire des messes des minuit avec des chefs de partis politiques. Il a choisi certains, voilà. Il a oublié d'autres. Voilà. Mais c'est fait à dessein. Je vous rappelle que le Soudan a été le pays qui a eu le plus grand parti progressiste d'Afrique, le parti communiste soudanais. On ne le dit pas assez. L'Occident a fermé les yeux. L'ONU a fermé les yeux quand le dirigeant soudanais, soi-disant arabophone, musulman et tout, a décidé de liquider complètement la direction de ce parti et ses cadres moyens. Ça fait presque, c'est un véritable génocide. Des milliers de morts, tués, avec des procès plus ou moins expéditifs. C'est-à-dire, vous entrez, il y avait une porte qui était là, le juge qui n'était rien d'autre que l'ancien président, ce n'est pas Omar El-Béchi, mais son prédécesseur, son nom va me revenir. Il vous posait 2-3 questions, il dit, allez, la sortie, c'est par là. Et là, on vous récupère, là, on vous fusille. Tout de suite. Je dis des milliers de morts. Le Parti communiste soudanais a été décimé. Alors, où était l'ONU? Aujourd'hui, quand vous entendez qu'on choisit certains partis et pas d'autres, c'est parce que l'ONU est en train de construire une nouvelle possibilité d'agencement de fausses organisations pour tenter de mettre les deux généraux qui s'affrontent de côté et axer son travail sur la prise du pouvoir par les civils de ces partis dont ils ont au préalable domestiqué, avec pour finalité de toujours préserver les intérêts et les acquis de l'Occident. C'est ça le fond. C'est-à-dire qu'on vient, on nous dit c'est l'ONU, mais en réalité, nous sommes la profondeur de l'Occident dans le jeu. Nous sommes la profondeur de l'Occident dans le jeu. Donc, quand, avec cette casquette de l'ONU, on en est partout, on voit tout le monde, parce qu'on a l'impression qu'on a une force qui va nouer les liens du dialogue, c'est pour cela qu'on procède à toutes ces rencontres, mais en réalité, on est en train de préparer en sous-main un projet de qui va diriger le Soudan demain. Et c'est là où les accords bizarres se font sans que les pauvres populations ne soient au courant. Et vous retrouvez le jour au lendemain avec un type à la tête de l'État, mais dont les principales décisions vont dans la protection des intérêts des Occidentaux, avec des accords léoniens qui vont avec. Voilà le travail de l'ONU. Je vous rappelle quand même que c'est le Congo avait l'une des plus grandes icônes africaines, Patrice Emery Lumumba. C'est l'ONU qui l'a arrêté. C'est l'ONU qui l'a livré à Tchombe et aux Belges.
C'est l'ONU qui a fermé les yeux quand il a été exécuté de manière macabre. On l'a enterré. C'est ensemble avec les Belges qui ont estimé que faut faire attention. Si on laisse le Moumbala, ça tombe là, elle va être le lieu de pèlerinage, non seulement du Congo, mais de tous les Africains progressistes. On allait le déterrer devant l'ONU. On a pris le corps, on a coupé, pris les os, scié à morceaux. On a, dissous tout son corps dans des fûts en acide. Qu'avait fait l'ONU? Quand d'ailleurs, il y avait un Suédois, Dag Hammarskjöld, secrétaire général de l'ONU, qui commençait à ne plus être dans le canon qui avait été, le couloir, bien le canal qui avait été tracé par ceux qui dirigent l'ONU. En réalité, c'est lobby, c'est Fox, ceux qui sont dans l'obscurité. Et son avion a explosé quelque part, là, dans la forêt de bassin de Congo. On n'a plus jamais retrouvé. Donc, il faut faire attention. Il ne faut pas prendre l'ONU d'aujourd'hui, là, comme une force neutre. Non, c'est faux. Ce sont des espions. Il ne faut pas prendre les fonctionnaires de l'ONU comme des gens qui sont vraiment blancs comme neige. C'est faux. Ce sont les gens qui sont en mission. Et chaque fois, ils utilisent leur casquette de l'ONU, même quand c'est votre propre frère, hein, pour envenimer, pour corser davantage la situation, avec pour finalité de faire la promotion, l'émergence d'un pouvoir qui sera acquis aux intérêts occidentaux. C'est tout le problème. C'est pour cela que la refondation de l'ONU, c'est l'un des chantiers, n'est-ce pas, très très important dans la construction de ce nouveau monde multipolaire. Abdel Fattah al-Burhan déclare haut et fort que Volker Perthes, qui est un émissaire de l'ONU, est à l'origine de cette guerre du côté de l'ONU. Et lui-même, Volker Perthes, déclare qu'il a été surpris par cette guerre. Oui, c'est l'hypocrisie légendaire et la mauvaise foi de ces gens. Ils sont d'une mauvaise foi, vous n'avez jamais vu ça. Ils savent, ils peuvent être en face de vous. Ils mentent comme des arracheurs de dents. Ils te regardent droit dans les yeux et te racontent des conneries. C'est ça dans leur jargon de je l'ai niqué. C'est ça. Donc, il ne faut pas écouter ce que ce salopard la raconte. Il n'a pas été surpris. Pas du tout. Je peux vous dire qu'il avait même le timing. Il savait à quel moment ça allait se déclencher. Il savait. Parce qu'ils vont créer une situation tellement complexe, tellement explosive, que de toute façon, il suffit seulement qu'on allume la bûchette d'allumer pour que ça prenne feu. Donc ils sont conscients. Ils le font un peu partout. Je vais vous donner un exemple terre à terre. Si l'ONU avait été impliquée dans la résolution militaire de la question de Boko Haram au niveau de lac Tchad, entre les pays Cameroun, Tchad, Nigeria et Niger, c'est que cette guerre-là continue aujourd'hui avec, avec une force d'interposition des soi-disant casques bleus de l'ONU. Mais les États du pourtour du lac Tchad ont l'intelligence d'écarter l'ONU dans la résolution militaire de ce conflit. On ne dit pas que Boko Haram est totalement enterré, mais il a été réduit vraiment à sa portion congrue. Aujourd'hui, ce sont des petits voyous sur le label de Boko Haram qui, de temps en temps, font des petits escarmouches, mais la puissance de feu de Boko Haram qu'on a connue, au point où ils étaient sur le point même d'isoler complètement le Tchad, c'est terminé. Parce que la résolution militaire de cette question de Boko Haram a d'abord été africaine. C'est ce qui manque encore dans certains conflits en Afrique. Et c'est pour ça que je ne suis pas du tout étonné de voir que même le Burkina Faso demande le départ de ces forces étrangères. Parlons justement de Burkina Faso. À peine Barbara Manzi va partir, ces derniers jours, on a voulu renvoyer un autre émissaire de l'ONU du côté du Burkina Faso. Eh bien, les autorités burkinabées ont dit non. Oui, mais parce que, écoutez, on a l'habitude de remplacer Saint-Pierre par Saint-Paul, mais là, en mal. Donc, maintenant, je crois que nos États le savent. Quand vous envoyez, il y a des codes sur le plan diplomatique. Le représentant de l'ONU dans un pays, c'est un diplomate. Mais il y a des codes. Avant de nous envoyer qui que ce soit, bon, ce sont les relations bilatérales, vous envoyez d'abord son CV. Qui il est? Quelle étude il a fait?
à quel moment elle a été promue à ce poste? Quels sont les postes qu'il a déjà occupés? Et les rapports de ces différents postes qu'il a occupés tendaient, avec quelle tendance? En fonction de ça, on sait si ce type est venu véritablement pour travailler au maintien de la paix, dans des relations diplomatiques cordiales avec l'ONU, ou bien c'est un cheval de Troie. C'est ça, on le sait pertinemment. On sait, dans le cas d'un pays comme le Burkina aujourd'hui, qui fait face à cette violence terroriste sur son territoire, mon cher ami, il ne peut pas s'amuser à accepter n'importe quel prétendu représentant de l'ONU sur son sol aujourd'hui. Parce que ça va être le meilleur des moyens d'introduire le ver dans le fruit. À partir maintenant qu'ils ont découvert que c'est comme ça que ça se passe, je crois que les années et les mois qui vont venir vont être extrêmement durs pour des gens qui essayent de continuer de construire les Africains comme ceux qui ne réfléchissent pas et à qui on peut fourguer n'importe quel petit brigand comme on a l'habitude de faire. Quand vous allez à la CPI, on vous dit Karim Khan, procureur de la CPI, après vous vous rendez compte que le gars il a des procès en pédophilie en Grande-Bretagne, vous vous dites comment, c'est quoi cette affaire? Vous comprenez? Donc, je crois que nous sommes en train d'évoluer. Les Africains ne sont plus dans les années 50, les jeunes Africains aujourd'hui, les politiques africains, même quand ils sont dans des situations qui ne plaisent pas, de plus en plus, ils prennent leurs responsabilités et ne se laissent plus marcher sur les pieds. Merci à vous, Monsieur Bafendo. C'est moi qui vous dis merci et je suis au-delà de ceux qui meurent, au-delà de ceux qui continuent de questionner chaque jour l'Institut de lendemain. N'oublions pas qu'il y a les déplacés. Il y a les déplacés soudanais aujourd'hui au Tchad, mais aussi en République centrafricaine. Et qui dit République centrafricaine dit évidemment le Cameroun. Donc voilà comment une guerre qui semble circonscrite en un espace bien donné peut avoir des répercussions et qui vont remettre en cause des questions d'ordre sécuritaire, des questions d'ordre social et même des questions d'ordre économique qui vont impacter violemment sur l'ensemble des pays qui les entourent. Et c'est pour cela que l'un de mes chevaux de bataille, l'un de mes leitmotifs de plus en plus, c'est l'unité politique de notre continent pour mettre fin à tous ces égarements-là. Mesdames, Messieurs, comme le déclarait au Ivoire quelqu'un, la guerre n'a qu'un seul vrai héros, la mort, et la mort se moque bien de la victoire. Plaisir de retrouver très prochainement pour une nouvelle édition de Parole panafricaniste. Passez une belle journée.